Grand Dossier, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est en direct, évidemment, et sans pub, c'est important, jusqu'à 18h. Est-ce qu'on verra un jour les présidents Poutine et Zelensky assis à la même table en même temps? Il n'y a plus grand monde pour y croire, il faut être lucide, à part peut-être Donald Trump lui-même. Vladimir Poutine est-il le grand manipulateur de ce dossier? Peut-être bien, c'est en tout cas ce que soupçonne Emmanuel Macron. Nous voulons espérer qu'une telle réunion bilatérale, à laquelle le président Poutine s'est engagé auprès du président Trump lorsque nous étions à Washington, c'est sa proposition. À l'issue de la longue réunion que nous avons eue ensemble il y a quelques semaines à Washington, l'appel a donné lieu à cette proposition du président Poutine au président Trump. Je vais voir le président Zelensky. Si ça n'est pas tenu lundi, échéance qui avait été fixée par le président Trump, je crois qu'une fois encore, ça voudra dire que le président Poutine se sera joué du président Trump. Voilà, Emmanuel Macron, c'était hier soir. Vladimir Poutine joue-t-il aux marionnettes avec le président des États-Unis? C'est ce dont nous allons débattre ensemble jusqu'à 18h avec mes invités que je vous présente tout de suite. Pascal Boniface est avec nous. Je vous salue Pascal, directeur fondateur de l'Iris, auteur de Comprendre le monde aux éditions Armand Collin. Vous êtes évidemment le bienvenu sur ce plateau. Yves Doutrillo, bonjour à vous, ancien ambassadeur de France à l'OSCE, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU, vous êtes le bienvenu également. Général Vincent Desportes, que je salue, ancien patron de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC, et Hélène Bonnet du service politique international de TF1 et LCI qui va nous rejoindre dans une petite seconde. Alors cette paix, oui, venez vous installer Hélène, comme ça je vous dis bonjour en live, on la voit arriver. Merci d'être avec nous, je suis très contente de vous retrouver sur le plateau. Hélène, alors est-ce que Poutine veut réellement la paix? Je vous propose de découper notre émission en 3 chapitres. Premièrement, le terrain, vous verrez qu'il n'a manifestement aucune intention d'un cessez-le-feu. Deuxièmement, la diplomatie, vous verrez qu'à aucun moment, il n'y a aucun signal là non plus qui ne semble être au vert. Et puis sur le nucléaire, et là vous verrez que les Européens se préparent, quitte pour les Français à partager la dissuasion. Sujet évidemment absolument passionnant. On va commencer sur le terrain et les combats de la nuit dernière. On va voir quelques images. On ira rejoindre tout à l'heure notre équipe sur place. Sur le terrain à Kiev, il y a eu des bombardements épique la semaine dernière, ici la région de Zaporijjia. Les Ukrainiens disent avoir intercepté au moins 600 drones. Hélène Bonnet, vous qui connaissez par cœur ce terrain, vous y êtes allée de nombreuses fois pour nous. Il y a depuis quelques semaines maintenant une accélération des opérations russes de drones, notamment sur la nuit. Oui, alors des frappes très intenses et notamment sur la capitale Kiev et cette nuit encore à Zaporijjia. Alors c'est vrai qu'à Kiev c'était impressionnant, même pour les reporters qui étaient sur place et qui ont l'habitude et qui décrivent vraiment que la nuit a été extrêmement compliquée. On est dans une phase de tentatives de négociation et ce sont des messages qui sont adressés par la Russie. Alors à Kiev, c'était notamment des bâtiments du British Council, de la représentation européenne qui étaient à proximité des immeubles qui ont été touchés. Le message que retiennent les Européens, c'est de dire que finalement la Russie continue sa guerre et qu'elle n'a pas du tout l'intention de faire la paix. C'est un message d'avertissement envoyé par les Russes, c'est comme ça que c'est perçu. Sur ce premier chapitre-là du terrain, Général Desportes, si je résume, 600 drones abattus la nuit dernière, des dizaines de morts dans les 24 dernières heures, des représentations européennes, si ce n'est visées, en tout cas touchées, on ne sait pas encore si elles étaient visées directement. Ils cherchent quoi, Vladimir Poutine? Parce qu'ils ne cherchent pas à prendre Kiev, on est d'accord. Alors, il cherche plusieurs choses et on sait déjà qu'il ne peut pas immédiatement gagner sur le terrain, sur le front. Et donc, il cherche à faire s'effondrer la volonté ukrainienne de combattre. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est pas parce qu'on se prépare à la paix, et d'ailleurs il ne s'y prépare pas, qu'on arrête les combats. Chaque fois qu'on s'est, dans l'histoire du monde, chaque fois qu'on s'est rapproché de négociations, on a accéléré les frappes, accéléré les attaques, accru les destructions de manière à acquérir une meilleure position sur le tapis vert, sur le terrain, avant de l'acquérir sur le tapis vert. Vous savez qu'on a fait un graphique justement de ces attaques, puisque vous en parliez à chaque fois qu'il y a soit une négociation, soit un rapprochement, soit un coup de fil. On peut le regarder, ce graphique, c'est assez impressionnant, ça illustre très bien ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un contact, en tout cas, entre
entre les Occidentaux et Vladimir Poutine, ben voilà, on a une accélération des... Pardon, je vous ai coupé, mais une accélération des opérations sur le terrain. Non, mais c'est très clair. Il y a une corrélation, et on voit que dès qu'il donne un peu, on le retrouverait là, dès qu'il dit quelque chose, il fait une avancée vers Trump, immédiatement, il a dément sur le terrain en frappant. Donc on ne peut absolument pas être surpris de l'accélération de ces frappes. Je crois que l'Ukraine a été frappée par 40 000 drones et missiles depuis le début de cette guerre. Donc c'est quelque chose d'épouvantable avec une accélération, parce que 600, pas toutes les nuits, mais 600 régulièrement, c'est absolument énorme, bien sûr. Alors justement, on va aller voir Emma Barrier qui a passé la nuit à Kiev pour TF1 et LCI. Merci Emma, vous êtes avec Vincent Wartner. Hélène le disait, pour les reporters sur place, c'est évidemment extrêmement impressionnant. Les combats de la nuit dernière le montrent bien. Emma, aucune intention russe de faire la paix, a priori, de ce qu'on voit, de ce que ressentent les Ukrainiens. Effectivement, deuxième attaque massive aérienne pour la semaine. Alors cette fois, ça a concerné tout le pays. Je vous le rappelle, c'est à peu près 530 drones Shahed, 8 missiles balistiques, pas moins de 37 missiles de croisière qui s'en sont pris à l'ensemble du territoire, donc pas seulement Kiev. La majorité des dégâts ont eu lieu dans le sud-ouest du pays, vers les localités de Dnipro, Pavlograd ou encore Zaporizhzhia. C'est là-bas que les dégâts sont les plus importants. Je vous le rappelle, une victime recensée, un mort, au moins 30 blessés. Une nouvelle fois, ce sont des quartiers résidentiels, des habitations qui ont été touchées en pleine nuit, des rues commerçantes également. Et puis on l'a appris aussi, il y a eu des dégâts recensés sur les rails autour de la région de Kiev. C'est les compagnies ferroviaires locales qui les ont recensés ce matin. Et puis chose rare aussi et nouvelle, des localités plus à l'est du pays ont également aperçu des drones qui survolaient leur territoire, notamment la région de Volyn, tout à l'est, frontalière avec la Pologne. Alors pour ces localités, ici les officiels n'ont pas donné de bilan, ni humain, ni matériel, ce qui pourrait sous-entendre ici, laisser supposer que, effectivement, des cibles militaires auraient peut-être été prises pour cible par les Russes, mais cela reste à confirmer. Évidemment, ce matin, très tôt, Volodymyr Zelensky a dénoncé ces frappes et a demandé une nouvelle fois des actions de la part de l'Europe et de la Russie. Évidemment, merci beaucoup Emma Barrier, Vincent Wartner également, qui est derrière la caméra, peut-être parmi ces cibles des cibles énergétiques, puisqu'on sait que c'est évidemment assez crucial dans une guerre. Pascal Boniface, votre avis là-dessus, parce que on comprend bien que baisser la garde dans une phase de négociation est évidemment très dangereux pour les belligérants. Maintenir la pression est très important, mais augmenter la pression peut être à contre-emploi. Pas vraiment pour Poutine, parce que qu'est-ce qui l'empêche d'avancer ? Il a l'avantage militaire et pour l'instant, Trump ne dit rien. Donc ceux qui résistent, les Ukrainiens, les Européens qui aident l'Ukraine continuent à le faire, mais le rapport de force ne leur est pas favorable. Et pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'il intensifie les frappes pour gagner le plus de terrain possible avant que Trump ne siffle éventuellement à la fin de la récréation. Sauf que pour le moment, à chaque fois que Trump a mis un ultimatum en donnant un délai pour que cela cesse, il ne l'a pas respecté, il ne s'est pas fait respecter. Et donc en fait, Poutine se dit, tant que je peux avancer, continuons. Et au contraire, accélérons. Et si cela doit s'arrêter parce que tout d'un coup, Trump met réellement ses menaces à exécution sur la taxation des exportations russes, sur les sanctions par rapport aux pays qui achètent du pétrole russe, ou tout simplement sur une fourniture massive d'armes à l'Ukraine et sur l'autorisation à l'Ukraine de frapper plus loin, peut-être que là, il viendra à meilleure tenue. Mais pour l'instant, il n'a vraiment aucune pénalité à continuer à avancer. Ouais. Donc il le fait en espérant effectivement qu'il y ait un fossé entre Européens et Américains. C'est ça son but. C'est-à-dire le fait qu'il cible des installations, des institutions européennes et pas américaines, c'est aussi un signal qui est envoyé. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui est visée et pas les États-Unis, parce que son but depuis déjà très longtemps est effectivement de découpler la défense américaine de la défense européenne. Et avec Trump, il dit qu'il a un peu plus de chances de pouvoir le faire. Vous ne croyez pas à l'hypothèse selon laquelle potentiellement, moi je ne sais pas, il va y avoir une enquête peut-être, ces installations n'étaient pas ciblées, mais ont été toucher, parce que détruire des drones, on l'a dit, redit et redit, ça fait des dégâts aussi au sol. Tout est possible. Voilà. Dans tous les cas, il n'est pas effrayé. Ce qu'on constate, oui, c'est ça ne le freine pas. Aucune cible américaine n'a été touchée, des cibles européennes l'ont été. Alors, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est volontaire ? Effectivement, on ne veut pas le savoir pour l'instant, mais en tous les cas, on voit bien qu'il n'a pas du tout le même langage par rapport aux Européens que par rapport aux États-Unis. On a le sentiment qu'il a encore un boulevard devant lui, en fait, Vladimir Poutine. Oui, comme l'a dit Pascal Boniface, la balle est dans le camp de Washington, c'est clair. Tant que du côté américain,
on ne réagit pas fermement par, d'une part, des sanctions, d'autre part, par des livraisons d'armes à l'Ukraine, eh bien, M. Poutine poursuivra son aventure militaire. D'ailleurs, on se souvient qu'il y a déjà plusieurs mois, il me semble bien que c'était M. Trump qui avait dit « mais Poutine me balade ». Alors, je ne sais plus quel était le verbe en français, en anglais qui avait été utilisé, mais on a vraiment ce sentiment-là après cette réunion d'Anchorage. Alors, c'est peut-être aussi, il faut peut-être le dire ici, c'est qu'à Anchorage, on a aussi parlé d'intérêts stratégiques russo-américains. Je crois même que on va y revenir. Poutine a parlé d'Arctique, d'énergie. Cette semaine, on disait qu'Exxon avait pris des contacts avec Rosneft donc pour reprendre des projets énergétiques en Sibérie. Donc l'homme du deal et du business est effectivement très appâté par la Russie. Donc tout ça, ça joue et Poutine en joue par rapport à Trump. Alors la seule limite peut-être, c'est qu'il y a encore des congressmen, enfin je ne sais pas où est le congrès des États-Unis actuellement, mais enfin il y a notamment Lindsey Graham, un sénateur républicain très dur par rapport à la Russie et qui ne cesse de proposer qu'on prenne de sanctions fortes. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire théoriquement avec l'Inde. Je crois que c'est opérationnel dans les jours qui viennent parce que l'Inde achète trop de pétrole, considérablement de pétrole à la Russie, mais on ne prend pas de sanctions contre la Chine en revanche, qui en achète tout autant et même plus. Alors justement, on va y revenir tout à l'heure parce qu'en plus il y a un sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je ne veux pas le dévoiler maintenant parce que c'est assez fascinant de voir où sont les pistes américaines justement pour pouvoir éventuellement aider l'Ukraine ou contrecarrer la Russie. Mais ça, on va y revenir après. Je voudrais juste qu'on reste encore un instant sur le terrain parce que non, mais c'est très bien, ça veut dire que le conducteur de l'émission a été bien fait. Je voudrais simplement qu'on s'arrête encore un peu sur le terrain parce qu'il est très important quand même qu'on se rende compte qu'on a l'impression de parler de politique étrangère, de diplomatie, etc. Mais qu'en fait sur le terrain, et c'est pas vous qui allez me démentir Hélène, sur le terrain, il y a des gens qui laissent leur vie, qui vivent avec la peur au ventre depuis 3 ans et demi maintenant. Et c'est ce qu'on a voulu illustrer avec ce reportage que nous a tourné Marianne Kotonov du côté de Kramatorsk. Regardez. Sloviansk, à 29 km du front. La ville est calme, mais la guerre n'est pas loin. Maintenant, tout le monde a peur que le front se rapproche. Pendant 2 ans, tout était calme ici, mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus dangereux. Sloviansk fait partie des revendications de Vladimir Poutine. Loin de la diplomatie, les habitants refusent d'y croire. Je pense que cela n'arrivera pas. Du moins, nous le croyons. Nous espérons que cela n'arrivera pas. Et ce dilemme, partir ou rester? Des gens qui ont tué des enfants innocents sont-ils humains? Comment pouvons-nous les côtoyer alors que nous avons des enfants? Non, nous ne pardonnerons jamais. Jamais. Comme à Sloviansk, la population de Kramatorsk a diminué de moitié depuis le début de la guerre. Nous ne sommes qu'à 16 km du front. Partout, des militaires en rotation. Les sirènes retentissent à longueur de journée, mais personne ne veut abandonner le Donbass. Je suis contre la reddition du Donbass. Je suis née et j'ai grandi ici, et je ne veux pas que la Russie soit présente. Nous soutenons Zelensky là-dessus pour qu'il tienne bon jusqu'au bout. Toute la ville porte les stigmates de la guerre et subit des frappes quasi quotidiennes. Ici aussi, on veut que la guerre s'arrête, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes peut-être russophones, mais nous sommes chez nous. Nous sommes pour la paix. Une paix qui semble encore bien loin, vue d'ici. Là, il est sûr que notamment à Kramatorsk et à Sloviansk, la paix semble bien loin. Écoutez justement Volodymyr Zelensky, il semblerait qu'à nouveau, en tout cas c'est ce qu'il dit lui, une offensive, une très large offensive russe soit en préparation. Écoutez, et Hélène, vous allez venir avec moi au barco, comme ça on va tout vous expliquer sur une carte. La situation sur la ligne de front, la situation est plus ou moins normale. La situation est sous contrôle. La situation de Povrovsk est la plus préoccupante aujourd'hui. Il y a une accumulation et une concentration de l'ennemi à cet endroit. Jusqu'à 100 000 soldats, c'est ce que nous avons constaté ce matin. Il prépare des actions offensives dans tous les cas. Il est important que nous le sachions et que nous gardions le contrôle. 100 000 hommes massés du côté de Pokrovsk, que nous dit Volodymyr Zelensky. Hélène, vous connaissez très bien le territoire ukrainien. Pokrovsk, on est là, on est vraiment à l'extrême ouest de Donetsk.
Oui, voilà, donc c'est cette ville qui est plutôt au sud de cette région de Donetsk qui actuellement est prise en étau par l'armée russe. Alors elle est toujours tenue par les Ukrainiens, mais l'idée c'est de la contourner. Et vous avez vu en août que les Russes ont essayé de faire une percée juste avant la rencontre en Alaska entre Donald Trump et Poutine. Ils essaient de déstabiliser ce front. L'idée, si les Russes parviennent à prendre Pokrov, c'est qu'ils vont pouvoir couper finalement le nord de la région, du sud de la région. Il y a des routes qui permettaient de relier Pokrovsk aux villes plus au nord de Donetsk, ce qui permet aux Ukrainiens de basculer des troupes, de transporter du matériel. Donc vous prenez Pokrovsk, eh bien ça vous permet de prendre la totalité du sud de la région, parce qu'après il n'y a plus de défense, ce sont des villages. Bien sûr, oui. Et donc c'est très facile d'avancer. Et puis de se concentrer ensuite sur les autres villes de la région, Tchassivyar, Toretsk, Kramatorsk, Sloviansk, dont on a entendu parler dans le reportage. C'est l'objectif de Vladimir Poutine, prendre la totalité de cette région. Alors 100 000 hommes, c'est compliqué à vérifier. Ce que disait une source militaire ukrainienne, c'est qu'en tout cas plus de la moitié des forces engagées par la Russie en Ukraine se trouvent, vous voyez, entre Tchassivyar et Pokrovsk. La moitié des forces. Plus de la moitié. Oui. C'est ce que disait une source militaire ukrainienne. Alors encore, c'est compliqué de vérifier, mais en tout cas, c'est pour vous dire que l'effort est vraiment mis là-dessus pour saisir ces villes du Donbass. Et la difficulté, alors pour les Russes, c'est qu'ils avancent malgré tout. Tout ça ne va pas tomber du jour au lendemain. Mais ce que dit Volodymyr Zelensky, c'est que l'effort est mis là-dessus. Puis surtout, ce que veut Volodymyr Zelensky, c'est obtenir des sanctions contre les Russes de la part des Américains. Et c'est pour ça qu'il donne l'alerte. Évidemment. Écoutez, on a bien compris évidemment les enjeux. On va retourner s'asseoir. Général, juste une question. 100 000 hommes, on a du mal à se rendre compte de ce que ça peut représenter. Déjà, on va préciser que c'est Volodymyr Zelensky qui parle de ce chiffre-là. Pour le moment, il n'y a pas de confirmation vraiment, sauf à ce que vous ayez des infos que moi je n'ai pas. Non, alors 100 000 hommes, c'est beaucoup et c'est peu. Mais en tout cas, s'il y a une percée qui est réalisée par les troupes au contact, ce qui peut arriver, à Pokrovsk en particulier, alors 100 000 hommes sont suffisants pour aller faire ce que les militaires appellent l'exploitation de la percée. Avec 100 000 hommes, on peut avancer. Pourquoi ? Parce que le problème des Ukrainiens, vous le savez, c'est que c'est un problème de ressources humaines. Ils n'arrivent pas à relever ou difficilement leurs propres troupes sur le terrain et ils ne disposent pas de réserve pour arrêter une éventuelle percée. Et là est le risque, si vous voulez. Une armée qui a tout son dispositif sur une ligne de front, ce qui est le cas de l'armée ukrainienne, est en vulnérabilité. Dès qu'on a une percée, elle peut être exploitée. Et ces 100 000 hommes, à mon avis, ne sont pas là pour essayer de grignoter du terrain, mais pour attendre qu'une percée se fasse et foncer vers Kiev. Ce qu'on pourrait imaginer être une grosse offensive d'automne, finalement. Absolument. Et si cette offensive a lieu, il faut qu'elle ait lieu dans les quelques semaines à venir. On le sait bien. Et que les Russes aient concentré leurs forces sur une petite partie du dispositif, ça correspond au minimum des règles d'emploi des forces militaires, si vous voulez. À partir du moment où il y aura une percée, s'il y a une percée, elle se fera là. Alors, il faut avoir cette force prête à exploiter. Alors, que peuvent faire les États-Unis, les Occidentaux ? On va revenir tout à l'heure sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, que je vous ai mis en tout début d'émission, d'ailleurs tamponné aussi par le chancelier allemand Merz. En gros, s'il ne s'est rien passé d'ici lundi sur cette potentielle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, ça voudra dire que Vladimir Poutine, finalement, s'est joué, pour reprendre les mots du chef de l'État, de Donald Trump. D'abord, avant cela, je voudrais vous parler de deux pistes qui auraient été abordées par l'administration américaine. On va commencer avec une piste. Que reste-t-il aux Occidentaux ? C'est une piste, Sylvia, que l'on découvre dans le Télégraphe. Effectivement, c'est le Télégraphe qui le révèle. Des sociétés militaires privées américaines pourraient être déployés en Ukraine dans le cadre d'un plan de paix à long terme. Regardez ce que précise le média. Donald Trump est en pourparlers avec ses alliés européens pour autoriser des entrepreneurs armés à aider à la construction de fortifications afin de protéger les intérêts américains dans le pays. Alors c'est une information très importante. Vous savez que les États-Unis ont toujours dit qu'il n'y aurait pas d'Américains sur place, no troops on the ground.
Et le lendemain du sommet de Washington, le président Trump avait notamment parlé d'un soutien aérien s'accompagnant de renseignements, de logistique, bien sûr. Mais jusqu'ici, cela s'arrêtait là. Ce serait donc une espèce de solution de contournement qui pourrait ne pas contrarier sa base MAGA. Alors quel serait le rôle de ces sous-traitants? Eh bien regardez, cela pourrait être aider à la reconstruction des défenses de première ligne, reconstruire de nouvelles bases et bien sûr protéger les entreprises américaines, les intérêts américains. Vous savez que Washington et Kiev ont conclu un accord pour l'exploitation des terres rares et des minerais sur place. Et on se souvient qu'il y a quelques jours, une entreprise américaine avait été visée par des frappes russes dans l'ouest du pays, ce qui n'avait pas plu à Donald Trump. Écoutez-le. Avez-vous parlé avec Vladimir Poutine de la frappe russe qui a eu lieu hier sur une usine américaine en Ukraine? Quelle est votre réaction à ce sujet? C'est quelque chose qui ne me va pas. D'ailleurs, rien de ce qui se passe autour de cette guerre en ce moment ne me satisfait. Voilà, et donc... Alors donc ça veut dire que oui, en cas de cessez-le-feu, ça pourrait avoir un effet dissuasif sur Poutine. Pardon, j'étais perturbée. J'écoutais ce qu'il disait. C'est en tout cas l'idée, Bénédicte, dissuader le président russe de revenir sur un cessez-le-feu avec les États-Unis dans la balance. Ça changera tout et ça fera partie des fameuses garanties de sécurité qui sont en train d'être échafaudées par les alliés. Ce sera en tout cas un atout puissant pour les Européens. Ces garanties pourraient d'ailleurs être annoncées dès après ce week-end. En tout cas, c'est le Télégraphe qui l'annonce. On sait qu'elle repose sur deux piliers, ces garanties: renforcer l'armée ukrainienne et mettre en place une force de réassurance par les pays de la coalition des volontaires en deuxième ligne. Une dizaine de pays sont prêts à envoyer leurs hommes, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, ainsi que des pays baltes, nordiques, scandinaves. Mais alors une société privée américaine, Sylvia, déployée sur un terrain étranger, ça nous rappelle quand même quelque chose. Bah oui, si je vous dis Blackwater ou George Bush, ça vous rappelle effectivement des choses. Une société privée déployée effectivement en Irak, connue pour ses bavures, pour ses dérives, pour ses contrats mirobolants, qualifiée aussi d'armée la plus puissante du monde. Souvenez-vous, Barack Obama avait mis fin à son contrat quand il était arrivé au pouvoir. Écoutez, information du Télégraphe que nous a dégainé Sylvia en un temps record. Merci beaucoup. En tout cas, vous allez revenir tout à l'heure parce qu'on a d'autres trucs à vous demander, notamment sur le nucléaire. Mais c'est évidemment passionnant. Déjà, est-ce que ça vous semble crédible, Yves Doutrillo, voir c'est une milice en fait, c'est ça, une force armée privée, c'est une milice débarquée en Ukraine? Alors vous avez raison de rappeler le précédent de Blackwater en Irak, puis aussi je pense en Afghanistan. Alors en fait, il s'agit en Irak, en Afghanistan, il s'agissait essentiellement de missions de protection et de sécurité, pas de missions militaires. Alors ici, si je comprends bien, avec ce projet, c'est aussi pour aider, c'est faire de la formation un peu vis-à-vis des Ukrainiens et les aider à reconstituer des lignes de front, ou des capacités militaires, et puis de protéger des intérêts américains, et notamment la fameuse, vous avez fait référence à juste titre avec ce fameux accord sur les terres rares. Alors bon, on connaît les réticences américaines qui ont été rappelées, pas une botte de GIs sur le terrain. Donc ça, c'est exclu pour aider l'armée ukrainienne, d'une part, l'Ukraine, et aussi une éventuelle force de réassurance européenne, donc pas de soldats américains. Ils peuvent être, en revanche, en Roumanie ou dans les pays limitrophes, mais je trouve que c'est un signe, si c'est confirmé, relativement intéressant. Ça veut dire qu'à Washington, il y a des gens qui réfléchissent, effectivement, il faut voir si c'est confirmé, à ce qu'on aille au-delà de ce fameux accord sur les terres rares et qu'il y ait une présence américaine quelque part en Ukraine. Mais ça veut dire quand même, général, déployer des militaires, que ce soit une milice privée ou pas d'ailleurs, que ce soit l'armée ou que ce soit une milice privée plus exactement, pour aider par exemple à reconstruire ou à consolider la ligne de front. Ce sont des combattants, ils combattent forcément. Non, mais c'est extrêmement intéressant pour les Américains d'envoyer des milices privées pour deux raisons. D'abord, qui va payer ces milices privées? C'est pas l'État américain, c'est l'État ukrainien, ça veut dire l'Europe. Bon, donc on va faire rentrer, alors qu'on ne paierait pas des soldats américains, on va payer des milices privées. C'est nous qui allons les payer, si c'est le cas, je n'en sais rien. Ça a été le cas pour les armes d'ailleurs. Voilà, exactement. Et la deuxième chose, c'est qu'une milice privée, ça n'engage pas l'État américain comme engage des soldats, si vous voulez. Il y aura un contrat de droit privé.
enfin droit privé, peut-être public, évidemment, entre l'État ukrainien et ses sociétés, et ce ne sera pas des soldats américains. Ce qui fait que l'Amérique, les États-Unis ne seront pas automatiquement amenés à s'engager comme nous le serons, nous, si des soldats français sont déployés, allemands déployés, etc., et si nous sommes attaqués. Donc c'est assez intéressant, cette affaire-là, effectivement. Surtout, la différence avec l'Irak et l'Afghanistan, ça ne sera pas une armée d'occupation. Les dérives qu'on a vues dans ces deux pays, c'est que c'était des milices, des armées privées qui sont venues se joindre des forces d'occupation avec en plus une domination raciste par rapport aux Irakiens et aux Afghans qui n'arrivera pas par rapport à l'Ukraine. À la Wagner, quoi, voilà. En gros. Ce qu'aurait fait Wagner, parce que c'est évidemment, nous on parle de milices privées, on pense tout de suite à Wagner. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que là, ce n'est pas l'État américain qui sera engagé, donc le nombre de morts n'est pas comptabilisé, il n'y a pas d'engagement de la pays, c'est pourquoi, d'ailleurs, s'il y a sur le cours des pays, en même temps, ça sera des citoyens américains. Donc c'est quand même relativement dissuasif pour les Russes, parce qu'il y aura quand même des citoyens américains qui seront engagés sans que la souveraineté américaine ne le soit directement. C'est un engagement indirect. Et puis effectivement, une fois encore, la douloureuse sera payée par les Européens et par les Ukrainiens. Et ça va très bien à Trump, parce qu'il pourra dire, moi je n'engage pas l'armée américaine. Si les sociétés privées veulent signer un accord avec l'armée ukrainienne, avec l'État ukrainien, on est dans le monde capitaliste, les sociétés privées peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi je ne suis pas engagé, il ne sera pas co-signataire de l'accord, et ça ne coûtera pas un centime aux États-Unis. Et l'une des grandes raisons du désengagement américain en Ukraine, c'est que ça coûte trop cher aux contribuables américains. Mais on avait eu il y en a d'ailleurs des combattants étrangers, Hélène, vous en avez croisé au cours de vos reportages. Au début de la guerre, on appelait ça la Légion internationale de mémoire. Oui, mais souvent... C'était ça, mais c'était des contingents de personnes qui étaient volontaires pour partir combattre. Qui ne sont pas forcément rattachés à une entreprise privée. Oui, c'est ça. Voilà, c'est des initiatives plutôt individuelles quand même. On n'est pas dans ce cadre-là. Donc pour toutes les raisons évoquées, oui, sur le papier, c'est très intéressant. Ça montre aussi peut-être le signal positif que les États-Unis se projettent dans une présence sur place. Après, c'est quand même un projet une fois que l'accord de paix est trouvé. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du très long terme. Et pour l'instant, la question, c'est est-ce que la Russie serait prête à accepter une chose pareille ? Et on en est encore très très loin. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis n'enverraient pas demain, enfin je dis demain, dans les semaines qui viennent, cette milice privée, pardon, je trouve pas d'autre mot, cette armée privée pour aider les Ukrainiens à ne pas s'effondrer face à l'envahisseur. L'article du Télégraphe, c'est quand même, on se projette quand même déjà dans le plus long terme. Or, pour l'instant, personne n'a rencontré personne. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ne se sont pas vus. On voit les Européens, les Américains parler de garanties de sécurité publiquement. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord du côté russe. Donc, je suis quand même c'est intéressant de voir que le camp européen-américain en discute, si vraiment c'est le cas. Mais on est encore très très loin de cette réalité. Et puis, est-ce que les Russes vont accepter une chose? On peut peut-être rappeler ici que encore hier ou avant-hier, M. Lavrov ne cesse de dire garantie de sécurité pour l'Ukraine, soit, mais rien ne se fera en termes de garantie de sécurité pour l'Ukraine sans l'accord de la Russie. Donc, est-ce que... il ne réagissait pas par rapport au cadre d'une milice privée, mais c'est le point dur général aujourd'hui de la Russie. Récupérer les territoires dont on parlait tout à l'heure, le reste de Louhansk et de Donetsk. Et 2, garantie de sécurité peut-être, mais avec l'accord de la Russie, et certainement pas de force de pays membres de l'OTAN. Et donc on parle ils évoquent très clairement, il y a un veto russe sur toute la question de la garantie de sécurité de l'Ukraine. Question qui va peut-être vous paraître complètement stupide ou hors sol, mais quand même qui me vient là, général. Quand on a une armée privée comme ça qui intervient dans un pays, c'est le droit de la guerre qui s'applique, c'est le droit pénal international, c'est quoi ? C'est extrêmement compliqué. Comment on gère ça ? Non, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, ce sont des civils. Et vous vous rappelez peut-être de l'affaire de Falloujah en Irak, c'est-à-dire que ces milices privées s'étaient comportées de manière totalement opposée au droit et à l'éthique, à la morale militaire, ce qui avait posé des problèmes considérables, ce qui avait d'ailleurs amené l'armée américaine à la prise de Falloujah, c'est ça, si vous voulez. C'est des milices qui se d'équateurs qui se comportent mal, évidemment des troubles, des Américains qui sont pendus par des pieds à un pont et l'armée américaine qui intervient. Donc c'est vrai que ce sera des civils, mais quelque part ça peut quand même engager. C'est moins engageant, on l'a dit, que des soldats, mais on ne sait jamais exactement ce que ça peut donner. La règle de base est... Il y a un risque quand même. La règle de base est que quand un État met ça dans la guerre, il peut assez rapidement être
pris jusqu'aux épaules. Et donc, c'est pour ça que cet accord-là, cette chose-là ne pourrait être faite, quoi qu'il arrive, qu'avec l'accord très clair du président Trump, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, il y a une autre idée, qui depuis a été démentie par la Maison-Blanche. C'est toujours intéressant de voir ces idées-là fleurir dans la presse américaine, et notamment, en l'occurrence, dans le Financial Times, dont on ne peut pas dire que... Britannique, pardon, vous avez raison. Oui, absolument. Dont on ne peut pas dire qu'elle soit complètement farfelue à chaque fois. Vous le voyez, Donald Trump a proposé des soldats de la paix chinois pour l'Ukraine. L'idée, en fait, consisterait à confier à la Chine la surveillance d'une zone démilitarisée, cette fameuse zone tampon dont on a beaucoup parlé, le long de la ligne de front. Ça ferait 1300 km. Un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche dit qu'il n'y a eu aucune discussion pour avoir des casques bleus chinois. Les Chinois eux-mêmes disent on n'a jamais entendu parler de ça, même si, rappelons-le, et ça on en avait beaucoup parlé, notamment ensemble, Pascal Boniface, la Chine s'est toujours dite prête à apporter sa pierre à l'édifice si tant est que ce soit nécessaire. Les Ukrainiens, eux, disent vous êtes gentils, les Chinois, non merci, ils ont armé les Russes. Donc c'est hors de question. En revanche, les Turcs, éventuellement, si besoin, pourquoi pas. Donc cette info sur les Chinois a été démentie par la Maison-Blanche, mais elle sort dans le Financial Times quand même. Donc on est toujours un peu... Surtout que la Chine est le premier contributeur de forces de maintien de la paix de l'ONU. Oui. Donc il y a une tradition récente, mais pas une tradition récente, il y a une mode récente de la part de Chine de paraître comme facilitateur. Les Chinois auront peut-être du mal à s'engager sur un domaine risqué. Ceci étant, moi j'avais déjà émis cette hypothèse, puisque la Russie refuse des soldats de l'OTAN, une force de maintien de la paix composée de pays des BRICS, il serait très difficile pour la Russie d'attaquer des soldats chinois. Bien sûr, il y a l'argument, et c'est l'allié de la Russie. En même temps, Zelensky, il n'a pas rompu avec la Chine. Il y a des relations entre l'Ukraine et la Chine qui sont relativement développées, et la Chine a maintenu un contact avec l'Ukraine. Et lorsque la Chine a fait un plan de paix qui était tout à fait favorable à la Russie, Zelensky ne s'est pas emporté contre ce plan de paix, il ne l'a pas déchiré en deux, il ne veut pas rompre avec la Chine. Et donc, un plan, une force de maintien de la paix qui serait avec des pays, disons, du sud global de la Chine, ça sera quand même compliqué pour la Russie de dire qu'ils sont occidentaux, et il sera compliqué de faire une opération militaire qui pourrait opposer les soldats russes à les soldats chinois. Donc, c'est pas aussi farfelu que ça en a l'air. D'accord. Bien sûr, on est encore... c'est peut-être aussi une porte de sortie par rapport au refus qui ne changera pas. La Russie n'acceptera jamais des soldats de l'OTAN, puisqu'elle veut son but, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Donc, je ne les vois pas changer d'avis. On va préciser quand même que le président russe est en Chine demain, si je ne me trompe pas. Je voudrais... Alors, parce qu'on a... Il va y avoir aussi le Premier ministre indien, et donc on peut aussi avoir une force élargie avec les Indiens. Enfin, tout ce qui reste sur le land de scénario. Mais une fois encore, ce n'est pas un scénario farfelu. Il n'aurait pas intérêt à accepter ça, Zelensky. Ça fait écho à des idées russes selon lesquelles l'ONU devrait s'occuper de l'Ukraine. Ça a été dit à plusieurs reprises en termes de garantie de sécurité après l'accord de paix. Et alors pourquoi l'ONU ? Parce que évidemment la Russie est membre permanent doté du droit de veto, comme la Chine, l'Inde non. Elle aimerait bien, mais c'est non. Mais donc, au sein du Conseil de sécurité, vous avez donc la Russie, la Chine, les États-Unis, et puis aussi des Européens, la France et le Royaume-Uni. Donc, en faisant riper la question de la garantie de sécurité des pays de l'OTAN, dont la Russie ne veut pas, vers le Conseil de sécurité de l'ONU, à ce moment-là, la Russie peut contrôler, puisqu'elle a le droit de veto. Et alors, comment s'opposer, quand on est russe, à la Chine, alors qu'on est... D'autant que Vladimir Poutine a bien l'intention d'aller demander... que la Russie doit être parmi les garants de cette paix. Mais si c'est l'ONU qui s'en occupe, elle l'est de par son siège au membre permanent. Un mot là-dessus, Hélène. Vous voyez que vous vouliez intervenir là-dessus, puis après on va aller à Pékin, justement. C'est pas une idée qui plaît tant que ça. Enfin, quand on entend Volodymyr Zelensky, il ne veut pas de soldats chinois. Et puis, même les Européens, cette idée que la Russie puisse participer, en tout cas qu'on puisse discuter avec la Russie des garanties de sécurité de l'Ukraine, ça revient à dire, j'ai noté la phrase du ministre des Affaires étrangères estonien, c'est on ne peut pas laisser l'agresseur décider de comment la victime va se défendre. Oui, bien sûr. Oui, mais il est difficile de refuser que l'ONU prenne en charge, parce que c'est quand même sa mission. Il est difficile pour les Européens, je vois pas, ça serait assez contradictoire pour la France
membre permanent du Conseil de sécurité et qui tient à ce poste, de dire l'ONU n'est pas légitime pour régler cela. D'ailleurs, les Ukrainiens voient un piège, en tout cas. Oui, mais évidemment. Et Vladimir Poutine, lui, est en train de dire, vous savez, pour le Conseil de sécurité de l'ONU, ça serait bien d'ouvrir aussi aux pays, justement, d'Asie, des BRICS, d'Amérique du Sud, etc., etc. Donc, il y a aussi tout cette espèce de changement de paradigme de la géopolitique mondiale, si j'ose dire. Souvent on dit que c'était les plaques tectoniques qui bougeaient, mais il y a un peu de ça aussi. En revanche, la Russie veut pas de l'Inde, la Chine ne veut pas de l'Inde comme membre permanent du Conseil de sécurité. Oui. Simplement, si on parle de Chinois et de garantie de sécurité pour après l'accord de paix, il faut distinguer deux choses. D'une part, le contrôle du respect de cet accord de paix à la ligne de partage. Ça, c'est des observateurs neutres qui notent les éventuelles violations et qui disent de quel côté viennent ces violations. Ça, c'est une chose. Et l'ONU sait parfaitement faire ça. L'OSCE, d'ailleurs, le faisait avant l'invasion de 2022, l'organisation où j'étais ambassadeur il y a quelques années. Et d'autre part, parce que la force de réassurance qui avait été évoquée par la coalition des volontaires, c'est sans doute deux choses différentes. Alors, les Chinois, c'est quoi? C'est pour observer le cessez-le-feu avec d'autres, sous le contrôle du Conseil, à la demande du Conseil de sécurité, ou est-ce que c'est la force de réassurance pour soutenir les Ukrainiens contre une éventuelle attaque nouvelle de la Russie? Alors, de toute façon, la Maison-Blanche dément, et on va aller du côté de Pékin retrouver Louise Malnois qui va nous dire comment ça se passe du côté de Pékin. Spoiler, Pékin dément également, Louise. Aucune confirmation ici de l'envoi de troupes de maintien de la paix chinoises en Ukraine. C'est même tout le contraire, puisque le ministère des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse, interrogé à ce sujet, son porte-parole a répondu qu'il s'agissait d'informations tout simplement fausses. Et on peut lire aujourd'hui dans la presse d'État la question qui est évoquée. On y lit notamment qu'il s'agirait d'une tentative de l'Europe d'attiser les flammes, je cite, et de faire porter le coût de la crise à un tiers, en tentant de rejeter la responsabilité de l'insoluble conflit russo-ukrainien sur la Chine. Le Global Times notamment cite un observateur ici qui va jusqu'à évoquer un piège tendu par l'Occident. Il parle de certaines personnes en Europe, aux États-Unis, qui s'agiteraient en coulisses pour piéger la Chine et tenter de prolonger finalement le conflit ukrainien pour servir leurs propres intérêts. Donc vous voyez que le récit ici est bien différent. Alors je vous rappelle que Pékin n'a pour l'heure jamais condamné l'invasion de l'Ukraine et entretient des liens privilégiés avec la Russie. Officiellement, la position chinoise, c'est d'encourager la résolution du conflit par les voies de dialogue et de négociation, et ça ne passera visiblement donc pas par l'envoi de troupes chinoises en Ukraine. Louise Malnois, voilà, c'est clair, vous disiez ballon d'essai au moment où alors troupes chinoises, mais moi je parlais d'observateurs du cessez-le-feu, c'est pas des troupes, ça peut même être des civils d'ailleurs. C'est vrai que la Chine ne reconnaît pas la civilo-militaire. Les dirigeants chinois parlent de la crise ukrainienne, ils ne parlent pas de la guerre. Mais en même temps, ils n'ont pas reconnu l'annexion de la Crimée, parce qu'ils sont quand même aussi intéressés par le respect des frontières les concernant. Donc la Chine, bien sûr, liée à la Russie, mais ce n'est pas son allié comme la France et l'allié des États-Unis. Ils ont quand même des distances par rapport à la Russie sur certains points. Et je suis persuadé d'ailleurs que les Chinois pensent que Poutine a été extrêmement maladroit de lancer cette guerre, qu'il les a desservis et qu'il aurait mieux fait de s'abstenir de le faire. Un mot sur les soldats chinois éventuellement, ou des hommes comme force de maintien de la paix, force tampon Alors, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, vous disiez les Ukrainiens aux Estoniens ne peuvent pas supporter que les Russes aient leur mot à dire dans les forces de garantie. Alors, si on veut imposer des mesures de garantie, alors il faut avoir une victoire totale. C'est ce qu'ont fait les Européens aidés des Américains en 1918, où on a imposé le pacte de sécurité, dont il est important de se rappeler qu'il a été rompu immédiatement ou très peu de temps après par les Américains, ce qui est une des causes primaires du deuxième conflit mondial. Voilà pour l'assurance des Américains. Ensuite, si ce n'est pas des soldats de l'OTAN, on comprend, puisque la Russie n'a pas voulu de l'Ukraine dans l'OTAN, il n'y a pas de raison pour laquelle ils accepteraient d'avoir l'OTAN en Ukraine. Évidemment, ça n'aurait pas de sens. Mais il y a des Occidentaux qui ne font pas partie de l'OTAN, c'est pas les Occidentaux vraiment, mais quand même, les Néo-Zélandais par exemple, et les Australiens, qui pourraient être des candidats honorables pour ce genre de mission. Et les
Turcs, parce que Zelensky les Autrichiens, les Suisses, les Irlandais. Ouais. Et les Turcs, parce que Volodymyr Zelensky dit c'est l'OTAN. Pour ce qui concerne la Turquie. Oui, c'est ça. Oui, mais la Turquie n'a pas pris de sanctions contre la Russie. La Turquie, la Turquie est mieux vue par Moscou que la Suisse, par exemple, parce qu'il y a eu des rencontres en Turquie. Pour l'instant, les Russes ne veulent pas de rencontres en Suisse, parce que la Suisse a pris des sanctions contre la Russie. Donc la Turquie, tout en étant membre de l'OTAN, a une position de relative neutralité par rapport au conflit, puisqu'elle arme l'Ukraine, et en même temps, elle a des contacts avec la Russie, et donc, ayant des contacts avec les deux, elle est tout à fait habilitée à pouvoir servir, soit d'ailleurs de lieu d'accueil des conférences, soit d'envoi de troupes qui pourraient être difficilement refusées par l'Ukraine parce qu'elle est armée par la Turquie, et pas non plus par la Russie, vu les liens entre les deux. Alors, ce qui est sûr dans tout ça, c'est que pour décider éventuellement de tout cela, il va falloir que ces deux hommes se parlent. C'était une promesse, vous étiez à Anchorage, Hélène, me semble-t-il, pour ce sommet, cette rencontre avec Donald Trump. Il l'avait dit, Donald Trump, je leur donne 15 jours pour se rencontrer. C'était même Vladimir Poutine lui-même qui avait fait la proposition. Je vais rencontrer Volodymyr Zelensky. On va réécouter, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir en compagnie du chancelier allemand, que je vous ferai écouter juste après. Nous voulons espérer qu'une telle réunion bilatérale, à laquelle le président Poutine s'est engagé auprès du président Trump lorsque nous étions à Washington, c'est sa proposition. À l'issue de la longue réunion que nous avons eue ensemble il y a quelques semaines à Washington, l'appel a donné lieu à cette proposition du président Poutine au président Trump. Je vais voir le président Zelensky. Si ça n'est pas tenu lundi, échéance qui avait été fixée par le président Trump, je crois qu'une fois encore, ça voudra dire que le président Poutine se sera joué du président Trump. Une fois encore, le président Poutine se sera joué du président Trump. Le chancelier allemand, vous allez l'entendre, est 100% d'accord avec Emmanuel Macron. Nous devons nous pencher à nouveau sur ce sujet aujourd'hui, car c'est évident qu'il n'y aura pas de rencontre entre le président Zelensky et le président Poutine, contrairement à ce qui avait été convenu la semaine dernière entre le président Trump et le président Poutine lorsque nous étions ensemble à Washington. Alors, je disais tout à l'heure qu'il n'y a sans doute plus que Trump pour y croire encore, mais y croit-il encore? C'est toute la question, bien entendu. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse à Vladimir Poutine, marionnettiste ou pas. Jean-François Boutors, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, spécialiste de la Russie. Vous connaissez particulièrement bien ces questions-là. Poutine, la logique de la force, c'est le titre de l'un de vos ouvrages publiés aux éditions de l'Aube. On avait dit, en fait, que Vladimir Poutine devait gagner du temps. On parlait tout à l'heure de cette fameuse offensive d'automne, etc., qu'il avait tout intérêt à gagner le plus de temps possible pour pouvoir marquer d'un peu plus son empreinte sur le territoire ukrainien. C'est ça qui fait, en fait, même avec Donald Trump? Bien sûr, bien sûr. Alors, les chefs d'État européens ne peuvent pas dire une chose, c'est que peut-être Donald Trump accepte dans une certaine mesure de se faire balader parce que peut-être que ça l'arrange aussi. En tout cas, gagner du temps, oui, d'autant qu'on va avoir une rencontre très très importante demain et après-demain à Pékin, puisque s'y trouveront Vladimir Poutine avec Xi Jinping, mais aussi Narendra Modi, mais aussi Erdogan, le Turc, et puis aussi le Premier ministre ou le président iranien, je ne sais plus lequel des deux, et qui va sans doute se dire aussi beaucoup de choses quant à l'avenir du conflit russo-ukrainien. Et donc, Poutine, sans doute, a voulu au moins gagner du temps jusque-là, bien entendu. Mais je pense que Trump n'est pas tout à fait aussi naïf que ça. Je pense qu'il se sert aussi de la Russie dans son rapport de force avec les Européens pour maintenir d'une certaine manière les Européens dans une demande, dans une situation d'être demandeurs en termes de sécurité. C'est pour ça que vous dites qu'éventuellement ça peut arranger Donald Trump d'avoir effectivement ce temps long qui n'est pas respecté par Vladimir Poutine? Écoutez, Donald Trump, il est dans quel rapport de force avec l'Europe? Il veut la faire payer le plus cher possible. On vient d'apprendre, hier, qu'il était toujours très très mécontent contre les règlements qui interviennent dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine des réseaux sociaux qui visent
en particulier les GAFAM, et il veut faire plier en particulier les Européens sur ce plan-là. Donc avoir, une Russie qui n'est pas, qui lui sert de moyen de pression, c'est aussi utile, même si d'un autre côté, il poursuit toujours l'idée qu'il va peut-être parvenir à faire la paix, être l'homme de la paix en Ukraine. Mais je pense que ces stratégies sont multiples et complexes, et qu'on a tort de le prendre pour un imbécile. Oui, bien sûr. Je pense qu'il est beaucoup plus cynique qu'imbécile. Oui, je vois que vous opinez du chef Pascal Boniface. Effectivement. Il n'est pas naïf, Donald Trump. La vision que certains ont, c'est qu'il y a Poutine qui est froid, calculateur, ce qui est le cas, et Trump qui serait un balourd, qui se ferait manipuler. Mais Trump, l'abruti, alors que pas du tout. Et puis, on a été élu 2 fois président des États-Unis, on n'est pas un idiot. Enfin, il faut arrêter de penser que Trump est un abruti qui ne comprend rien à rien. Non, mais Trump, en revanche, il est businessman. C'est le business. Il n'a pas la même vision que nous. Il est grossier, il est brutal. Il n'a pas les codes de conduite qu'on l'apprécie, mais c'est pas un imbécile. Et en fait, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit Jean-François Boutors. Pour l'instant, Trump, il veut faire céder les Européens. Il a fait céder sur l'augmentation des dépenses militaires. On a dit oui, quand même, on est obligé d'accepter d'aller à 5% du PIB, alors qu'on n'a pas l'argent pour le faire, parce que sinon Trump abandonne l'OTAN. Ensuite, il nous fait céder sur le commerce. Madame van der Leyen va à Canossa, ou plutôt dans le golfe de Trump. Et imaginez que Trump soit rendu sur le lieu de villégiature de la présidente de la Commission européenne, certainement pas. Et on accepte un accord commercial complètement bancal avec 15% de droits de douane sur les produits européens et rien sur les produits américains. Et là, l'enjeu, mais depuis le départ, Trump, il veut... En quoi l'Europe est un danger pour les États-Unis, c'est la réglementation sur le numérique. C'est de faire de la régulation. Et donc là, il menace de taxes. Et nous, Européens, depuis assez longtemps, au début, on a dit on va s'organiser, formidable. Le chancelier allemand qui dit il faut que l'Allemagne devienne indépendante des États-Unis, c'est vraiment beau comme de l'antique. Et là, on est tous à dire on va faire n'importe quoi pour garder les Américains dans le bus parce qu'on a une menace russe. Et donc, en fait, on est pris en sandwich entre la menace russe qui est réelle et le chantage américain qui est aussi réel. Et en fait, cette menace russe sert les intérêts américains pour nous faire céder sur tous les autres dossiers. Et comme on n'est pas en mesure, ou on n'a pas le sentiment qu'on peut se défendre nous-mêmes, à chaque fois, de nouveau, on cède. Et en fait, il y a un chantage américain sur nos industries, sur notre souveraineté qui est encore plus important que du temps de la guerre froide. C'est que Trump, il est loin d'être idiot, il est en train de réussir. En fait, il y a des tas de pays qui résistent à Trump. L'Inde résiste, le Brésil résiste, la Chine résiste, d'autres résistent, et les seuls, enfin pas les seuls, mais ceux qui cèdent alors qu'ils ont les moyens, que c'est quand même un marché de 450 millions de citoyens et donc de consommateurs, ceux qui cèdent pour l'instant depuis assez longtemps, ce sont les Européens. Et donc Trump est en train de réussir son pari avec nous, grâce à la menace de Poutine. Oui, c'est ça. Il se sert de Poutine pour réussir son pari. On a les pays dont vous avez parlé sont les pays sur lesquels il veut appliquer des sanctions secondaires, qui sont des pays qui font du business et avec les États-Unis et avec la Chine et avec la Russie. Tout ça est évidemment imbriqué. Hélène ? Oui, mais pour réagir à ce que vous venez de dire, on a appris hier qu'il y avait une vente de missiles qui avait été validée, en quelque sorte, achat des Européens auprès des États-Unis, donc des missiles de croisière qui vont normalement, si le processus va jusqu'au bout, être transféré à l'Ukraine. Donc là, encore une fois, effectivement, c'est du business. C'est-à-dire que Trump dit d'un côté, je veux mettre fin à la guerre, je ne veux plus de morts, etc., en réalité, a interrompu, puis remis en place les livraisons d'armes, pour finir par, en fait, faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire, je donne de la sécurité, mais vous allez le payer très très cher. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, il y a cet appétit du business et l'art du deal, mais que ça puisse quand même un peu jouer pour l'Ukraine. Parce qu'on avait beaucoup critiqué au début, vous vous souvenez, l'accord sur les terres rares. Oui. Bon, les États-Unis allaient en quelque sorte récupérer les terres rares et se payer ainsi. Certes, mais en même temps, on a dit, bon, si elle était rare, on parlait tout à l'heure de fameuse milice pour protéger des intérêts américains en Ukraine, donc on peut voir les choses un peu plus positivement. Là, simplement, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Attendez, il veut le prix Nobel de la paix. Les États-Unis vont avoir accès aux matières, aux terres rares ukrainiennes, et nous, on va payer la note. Voilà. C'est-à-dire que on se fait flouer une fois de plus, parce qu'il n'y a pas un tel accord entre l'Ukraine. Nous, on paye la note, mais il n'y a pas un tel accord entre l'Union européenne et l'Ukraine. Pascal, simplement, l'Europe, on est 27, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer l'Europe à l'Inde ou à la Chine. Alors, je donne la parole à Jean-François Boutors, pardon, c'est pas simple quand on est loin, mais je vois qu'il lève le doigt depuis tout à l'heure. Allez-y, Jean-François.
Oui, je voudrais réagir sur un point de vocabulaire. Oui. Vous avez dit, Bénédicte, et le thème a été repris, c'est un businessman. Ce n'est pas n'importe quel businessman. C'est quelqu'un qui a fait du business dans l'immobilier à New York. Ça veut dire que sa formation, c'est des rapports de force dans un domaine où la mafia est extrêmement présente, où la violence de la négociation est un des éléments du jeu. Et donc, en fait, c'est pas n'importe quel businessman, c'est un caïd. C'est un caïd, c'est un chef mafieux qui veut faire plier. Il faut avoir ça en tête. C'est pas le doux commerce que nous propose Trump. C'est un commerce avec un pistolet sur la tempe. Jean-François, on imagine aussi, on voit en tout cas un Vladimir Poutine qui lui aussi fonctionne au rapport de force, etc. Oui. Est-ce que cette volonté de pouvoir garder des relations commerciales ou en tout cas un rapport de business avec la Russie est plus forte pour Donald Trump que, pardon, peut-être que c'est un peu simpliste ce que je vais dire, mais que l'ego d'avoir un Trump face à un Poutine et de voir lequel des deux va gagner, quoi, finalement. Mais attendez, Trump, il sait que la Russie, le jour où elle s'arrête de faire la guerre, elle va avoir besoin d'investissements massifs et ça va être un immense terrain de jeu. Ouais. En fait, ça va être d'une certaine manière ça pourrait être la nouvelle frontière de l'Amérique, de l'Amérique trumpienne, je veux dire. Il se fait un peu des illusions sur ce que sont les Russes et ce qu'est la Russie, mais il rêve de ça. Il n'a cessé de dire qu'il voulait faire du business il voulait faire des affaires. Comme d'ailleurs, je vous rappelle que juste après avoir bombardé Fordo en Iran, le centre nucléaire de Fordo, il a aussitôt dit que maintenant que c'était réglé, on allait pouvoir faire du très très bon business avec le régime iranien. Donc, c'est ça qu'il veut. Et c'est là qu'il veut être fort. Sa victoire, elle sera là. Est-ce que je peux ajouter juste un mot ? Il y a quand même une toute petite limite, peut-être, qui tiendrait à la politique intérieure américaine. Après tout, il a pris plein d'engagements. Vous évoquiez, Bénédicte, le prix Nobel de la paix vis-à-vis de l'opinion intérieure. Il y a quand même des républicains et des démocrates encore, à ma connaissance, au Congrès. Et j'ai cité tout à l'heure le sénateur Lindsey Graham et d'autres. Donc, il s'est quand même beaucoup engagé pour d'abord le cessez-le-feu, puis il a abandonné le cessez-le-feu, puis maintenant on parle d'un accord de paix, pour reprendre le langage de Poutine. Donc il y a quand même un problème peut-être aussi de crédibilité par rapport à ses électeurs et à l'opinion publique américaine. Voilà. Alors, c'est une petite limite. Peut-être, ça te donne un petit peu d'espoir, peut-être évidemment sur les valeurs, on pourrait dire. Juste, puisque je vois qu'il est 17h20 et je voudrais saluer les gens qui nous rejoignent peut-être devant leur écran, je voudrais qu'on fasse quand même un point sur l'actualité de la journée, de ce qu'il s'est passé à Évreux pour commencer. Une personne est morte, 5 autres ont été blessés. C'était la nuit dernière. C'est une voiture qui a percuté un groupe de personnes. 2 des 5 blessés sont en urgence absolue. Le chauffeur aurait foncé de façon délibérée sur ce groupe de personnes. 3 individus ont été placés en garde à vue. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Dans l'actualité politique, week-end extrêmement chargé, évidemment. Tous les partis sont sur le pont. Laurent Wauquiez a fait sa traditionnelle rentrée en Haute-Loire. Il s'est adressé à ses partisans, évoquant notamment le budget qui pourrait faire tomber François Bayrou le 8 septembre prochain. Édouard Philippe, lui, est à Saint-Maur dans le Val-de-Marne pour sa rentrée politique au milieu des jeunes de son parti Horizon. Jordan Bardella, lui, à la foire de Châlons en Champagne, passage obligé évidemment de la rentrée. Il s'est dit prêt, quand il y a une crise, il faut une solution, dit-il. Il est prêt pour Matignon. Enfin, le Parti socialiste est à Blois, université d'été, le parti qui a présenté son contre-budget. Et puis, beaucoup de réactions après le refus des États-Unis de délivrer des visas à des responsables palestiniens, dont Mahmoud Abbas, avant l'Assemblée générale de l'ONU qui aura lieu fin septembre. C'est une AG pendant laquelle la France compte demander, donc vous le savez, la reconnaissance de l'État de Palestine. Dernière réaction en date, c'est l'Union européenne
qui presse les États-Unis de reconsidérer, c'est le terme employé, leur décision. Voilà pour l'essentiel de cette actualité. Alors justement, puisqu'on parle de la France, on se posait la question il y a un instant de est-ce que Trump a été trop naïf, est-ce que Poutine a été le marionnettiste de Trump? Et très vite, vous m'avez dit les uns et les autres, ne soyons pas naïfs. Trump est loin d'être un naïf et il sait où sont ses intérêts. Alors pourquoi Emmanuel Macron fait-il cette sortie-là? Il n'est pas naïf non plus, Emmanuel Macron. C'est un peu peut-être une réponse à la lettre de l'ambassadeur américain qui lui a adressé, qui l'accuse de développer l'antisémitisme. Il a été convoqué au Quai d'Orsay, il n'est pas venu, ce qui est quand même... Oui, un ambassadeur qui ne vient pas à une convocation, c'est assez inhabituel. Il n'est pas venu, il a envoyé son adjoint. Donc c'est quand même un pied de nez, enfin pas un pied de nez, c'est un bras d'honneur, qui est fait à la France. Et donc on peut penser que ce tacle du président Macron est une réponse au président américain, parce que effectivement c'est plutôt vexant pour le président américain, il n'aime pas ça. Rappelez-vous, quand Zelensky lui a dit dans la Maison Blanche, on peut pas avoir confiance dans Poutine, vous vous trompez en ayant confiance en lui, il avait explosé de colère, il avait humilié. Donc là, ça commence un peu à chauffer entre Paris et Washington, aussi bien sur l'Ukraine, mais surtout en fait, le vrai point de désaccord, ça devient le Proche-Orient. C'est quand même moyennement le moment quand même, non? Non, je voulais vous parler d'amour-propre, et je crois que c'est important cette affaire-là, et la limite de la démarche intéressée de Trump, c'est son amour-propre. Tout à l'heure, quelqu'un disait, c'était M. Boutor, disait qu'il était un businessman de la mafia, et dans la mafia, on n'aime pas perdre son amour-propre. Mais c'est pour ça que je posais la question. Au bout d'un moment, il peut quand même se rebiffer complètement. Et au fond, il faut l'espérer, parce que comme chacun sait sur le plateau, le seul capable d'imposer éventuellement quelque chose à Poutine, c'est lui. Donc, à force de se faire marcher sur les pieds, peut-être qu'il comprendra qu'il devient ridicule, et qu'il devient ridicule aussi vis-à-vis de la Chine. Parce que ça a des répercussions. S'il est en permanence en train de céder devant Poutine, le camarade de Xi Jinping peut penser que au fond, les États-Unis sont un tigre de papier, et que l'affaire de Taïwan n'est pas forcément aussi risquée que ça. Donc, il ne joue pas que l'Ukraine dans cette affaire-là, il joue aussi la Chine, et puis la relation, comme ça a été dit, entre la Russie, la Chine et l'Inde. Mais d'ailleurs, Hélène, vous avez été la première de nos reporters à arriver en Ukraine au tout début du déclenchement. Je me souviens très bien, les premiers directs qu'on a fait ensemble, vous avez été la première. Et très vite, on a dit, si les États-Unis ont réagi aussi rapidement et aussi fortement, puisque les prises de parole, c'était Joe Biden à l'époque, mais était effectivement assez impressionnante de voir cette mobilisation assez rapidement des États-Unis. C'était aussi... Et surtout, peut-être, on ne sait pas, mais pour dire aux Chinois, voilà ce qu'on peut se passer si vous chatouillez quelque part, que ce soit l'Occident, en Europe, ou que vous chatouillez du côté de Taïwan, voilà ce qu'on est capable de faire. Oui. C'était ça aussi, la réaction américaine. Idée, on l'entend aussi aux États-Unis, notamment, on l'a entendu aussi après la rencontre d'Anchorage. Ouais. Souvenez-vous de la tête de Donald Trump au moment de la conférence de presse, il était plutôt sombre, il n'a pas fait de conférence comme il le fait d'habitude, il parle quand même assez facilement aux journalistes. Là, il ne l'a pas fait. C'est vrai que tout le monde était un petit peu étonné de son attitude. Et très vite, il y a eu cette petite musique aux États-Unis qui était de dire que il avait quand même perdu la face. Il avait déroulé le tapis rouge. Voilà, et que, attention, derrière danger, c'est aussi toute la dissuasion, toute la puissance américaine qui est mise en question dans ce type de moment-là, et pas simplement face à la Russie. Donc oui, effectivement, c'est cette idée. Et puis pour revenir, cette idée d'amour-propre, de jouer sur l'amour-propre, c'est ce qu'on entend aussi dans la bouche des Ukrainiens, des Européens, quand on les voit avec Donald Trump. Le discours, c'est de dire attention, Vladimir Poutine se moque de vous. Et d'ailleurs, suite à ces propos d'Emmanuel Macron, la question a été posée à Stephen Miller, qui fait partie du cabinet de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il lui a dit, mais le président français a tenu ses propos, que répondez-vous? Alors tout de suite, il a balayé la question en disant, mais c'est absurde. Il était filmé par les caméras américaine, évidemment. Oui. Donc il y a aussi l'opinion publique, l'image que Donald Trump veut renvoyer vis-à-vis de son opinion publique. Il n'arrête pas de répéter qu'il a mis fin à cette guerre, que c'est une musique qu'on entend quasi quotidiennement à la Maison-Blanche. Ouais, et quand vous avez ce type de propos, vous faites dérailler ce discours officiel. Et donc ça aussi, Donald Trump ne veut pas. Donc il est
voilà, il est quand même aussi tenu un petit peu par ça. Il veut un peu sa statue quand même, Donald Trump. C'est un peu ce que je disais, quoi. Alors, il y a l'aspect business qui a été longuement évoqué, avec raison. Hein. Il avait dit lui-même, on cite tout le temps ici le fameux Art of the Deal, le bouquin qui date d'il y a 15 ans, qu'il aurait écrit ou fait écrire, dans lequel il parle beaucoup de bluff, hein, justement pour les deals immobiliers. Il faut faire énormément de bluff pour obtenir quelque chose. Bon, alors il y a ça, mais il y a aussi cet engagement qu'il a pris dès la campagne électorale. Je vais faire la paix en 24 heures en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Donc, alors vous allez me dire, bon, les mots ne valent, enfin les promesses ne valent que pour ceux qui les reçoivent et pas ceux qui les prononcent. Mais il l'a dit, il répétait. Après, c'était pas 24 heures, c'était 6 mois. Maintenant, à Anchorage et après Anchorage, lors du coup de téléphone, c'était dans les 15 jours, M. Zelensky, M. Poutine vont se voir. Donc il y a quand même aussi une pression qui vient, alors les Européens peut-être, mais surtout peut-être. Les Américains je ne peux pas vraiment le confirmer, parce que je reviens de 3 semaines dans l'Idaho, un État ultra-républicain au nord-ouest des États-Unis. J'ai pas beaucoup senti d'intérêt pour la question de l'Ukraine. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un État un peu biaisé de ce point de vue-là. Mais il y a quand même des gens qui ont entendu et Trump répéter qu'il allait faire la paix en 24 heures. Ce qui compte pour les Américains, c'est pas la paix, c'est de se désengager. Oui. C'est pas la paix, c'est ne plus payer. Donc en fait, s'il y a une paix qui est injuste, ou même si la guerre continue, mais que eux n'ont plus à contribuer financièrement à la guerre, ça leur va très bien. C'est ça la problématique. Donc, et il dira que de toute façon, il a tout essayé, mais que ces deux garçons se battent ensemble comme dans une cour d'école, comme il a déjà dit, et que c'est pas de sa faute. Jean-François Boutors, allez-y. Après, on va parler des Européens, parce que pour le coup, les Européens pourraient éventuellement être impliqués au premier chef. Allez-y sur Donald Trump. Je voulais dire une chose, c'est que Trump, il a aussi un œil sur l'économie russe. Et il sait sans doute aussi bien que nous, et peut-être mieux que nous, dans quel état elle est. Je vous donne un chiffre qui a été donné hier ou avant-hier par le Moscow Times, qui est quand même un journal assez sérieux. Il y a un chiffre qui vient d'une fondation, d'un institut allemand qui dépend du Bundestag, qui est sur les questions de sécurité et de relations internationales. Le coût journalier de la guerre, enfin de la dépense militaire de la Russie, c'est 500 millions d'euros. Je dis bien 500 millions d'euros. 500 millions par jour. Ah, effectivement. Oui, par jour. C'est hallucinant. Ça dévore, en gros, le budget de la défense dévore la moitié du budget national maintenant, en ce moment. Donc, Trump sait très bien qu'il y a un deadline pour Poutine et peut-être qu'il espère que dans la durée, Poutine finira par devoir lui manger dans la main parce qu'il n'aura pas d'autre solution. Ça ne sera pas qu'il va céder, renoncer à l'Ukraine, mais c'est qu'il pourra s'entendre avec Trump sur les conditions de sortie de cette guerre. Et ça, Trump l'attend. Et pour l'instant, il fait la pression. Et c'est d'autant plus vrai que les seuls droits de douane qu'il a augmentés récemment, c'est les droits de douane en Inde à cause du pétrole. Les droits de douane contre l'Inde sont montés à 500%. À 50%, pardon. 50%, oui. Et ça a des effets directs sur l'économie russe maintenant. C'est évident. Et je pense que Trump calcule là-dessus. Je ne dis pas qu'il va gagner, attention. Je ne parierai pas qu'il va gagner. Non, mais je pense que ça fait partie de son calcul. Lui pense qu'il a aussi un peu de temps et que dans la course au temps, il n'est pas forcément perdant. Je pense qu'on a tort d'être arrêté sur les ultimatums et les dates qu'il donne. Je pense qu'il voit plus loin que ça. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu les uns et les autres, mais il y a un papier passionnant qui est publié dans Le Monde cet après-midi au sujet justement de tout cet été. Ça redétaille absolument tout sur les Européens qui ont bien compris qu'ils devaient s'organiser entre eux pour essayer évidemment de contrer, pallier à tout échec de Trump pour ramener la paix. Donc ils devaient préparer la guerre. Il y a beaucoup de choses. Ça s'appelle De Moscou à Washington en passant par Anchorage, récit d'une folle séquence diplomatique. Vraiment, allez lire parce que c'est très très intéressant. Et puisqu'on parle des Européens, je voudrais que l'on évoque cette enquête du New York Times que vous avez peut-être vu aussi au sujet de drones, de ce soupçon de survol de l'Est de l'Allemagne, de la région Est de l'Allemagne par des drones russes.
à l'endroit où sont fabriquées, dans la zone où sont fabriquées des armes qui sont potentiellement envoyées à l'Ukraine. La Russie ou ses mandataires sont soupçonnés d'utiliser des drones pour espionner les routes des armes utilisées par les États-Unis et leurs alliés dans l'est de l'Allemagne. Si ça c'est vrai, Yves Doutrillo, c'est très grave, puisque ce serait la première fois qu'on aurait un espionnage par voie de drones militaires a priori, enfin en tout cas étatique, d'un pays européen, d'un pays de l'OTAN d'ailleurs. Sous le contrôle du général, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit la première fois qu'on utilise des drones. Non, ils n'ont pas besoin de drones, ils ont des satellites. Depuis le début de cette guerre. Mais ils observent depuis le début avec leurs satellites. Ils en ont moins que les Américains, mais ils ont une vision totale et permanente de ce qui se passe. Donc on n'a pas forcément besoin de drone à ce moment-là. Mais alors le drone peut faire peut-être des choses plus précises. La différence entre un drone et un satellite, c'est que la satellite ne viole pas la souveraineté. Puisque le satellite passe dans l'espace, il n'est pas dans le ciel. Il n'appartient à personne. Par contre, le drone survole l'espace aérien et donc c'est une violation claire de la souveraineté allemande. Est-ce que les Russes prennent le risque plus que ce qu'ils vont faire? C'est une violation de la souveraineté allemande. Ils n'ont pas besoin de ça pour voir ce qui se passe en Allemagne. Non, mais c'est peut-être un signal au-delà de... Effectivement, les images, ils peuvent les avoir par d'autres moyens et sans violation. Mais de choisir justement ce rôle-là, cette arme-là... C'est une violation, c'est une provocation. C'est extrêmement grave parce que la souveraineté, c'est quand même quelque chose d'important. Et violer l'espace aérien d'un pays est une claire violation de sa souveraineté. Mais en revanche, ce serait stratégiquement un peu stupide puisqu'on voit bien que l'Allemagne est en train de rétablir son service national, de se réarmer, et qu'on a encore une lutte à l'intérieur des partis pour aller dans cette direction-là ou au contraire la refuser. Et si la menace devient évidente pour l'ensemble de la population allemande, alors l'Allemagne peut se réarmer véritablement, rétablir totalement ce service national, et ce serait évidemment pas exactement dans l'esprit des projets globaux de Poutine sur l'Europe. Mais non, mais c'est une façon aussi de tester les lignes rouges. On a beaucoup parlé de lignes rouges. Alors à l'époque, la ligne rouge, c'était de l'autre côté, c'était le nucléaire. Mais de tester la ligne rouge, je viole ton espace aérien, est-ce que tu vas réagir? Oui, non. Pour le moment, il a l'air de pas se passer grand-chose. Peskov, porte-parole du Kremlin, dément. On peut l'écouter d'ailleurs. Il dit mais pas du tout. Nous, on n'a jamais survolé l'Allemagne. Tiens, on va l'écouter comme ça. On en débat juste après. Puis ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, Jean-François. Pour être honnête, nous ne l'avons pas lu l'article. Mais c'est difficile à imaginer car les Allemands l'auraient alors clairement vu et ils n'auraient certainement pas gardé le silence. Donc bien sûr tout cela ressemble davantage à un autre faux article de journal. Alors évidemment, ils vont pas nous dire oui, bien sûr, on a survolé l'espace, on a traversé l'espace aérien allemand avec nos drones. Évidemment, il le dément. Mais Jean-François, quand on envoie des drones au-dessus de l'Allemagne, comme ils l'ont fait d'ailleurs au-dessus de l'Italie il y a quelques semaines, me semble-t-il, déjà d'où ils partent ces drones? Pour le coup, la Russie, c'est quand même pas tout près. Et quel est l'intérêt, j'allais dire psychologique plus que militaire? Parce que vous l'avez bien expliqué, militairement parlant, ils ont bien d'autres moyens d'avoir des images. L'intérêt, c'est de se faire voir en voyant, en train de regarder, parce que des observations par drone, il y en a eu aussi en France, on ne sait pas de qui, notamment sur les centrales nucléaires françaises, il y a plusieurs mois déjà, c'est de longs mois, mais c'est pas un fait nouveau que des États organisent avec des gens qui sont sur place des observations par drone. Ça, je crois que ça me paraît pas une vraie surprise. Ce qui est une surprise, c'est de le mettre, de le faire d'une manière telle que ça devient un objet de débat, et ça fait partie, à mon avis, de la guerre psychologique aussi qui est menée dans ce contexte diplomatique où la diplomatie s'agite pour essayer de sortir de la crise ukrainienne. D'ailleurs, Yves Doutrillo, c'est le New York Times qui sort cette enquête-là, il faut le dire aussi. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, mais en même temps, on cite des sources proches du ministère allemand des Affaires étrangères, si j'ai bien compris. Quant aux violations de l'espace aérien, je crois qu'elles sont assez nombreuses, notamment autour des pays baltiques, autour de la mer Baltique, dans l'espace aérien des pays baltes. Il y a même eu, je crois, un avion français qui a dû intercepter un avion russe en mer Noire. Alors, c'était peut-être dans les eaux internationales. Mais il y a très régulièrement des provocations, sans parler... des pays frontaliers de la Russie, par la voie maritime au moins,
et donc la voie aérienne forcément. Là, c'est quand même, ils auraient dû survoler d'autres pays pour. Ou alors, si ces drones partent d'un bateau qui est dans la Baltique ou qui est en mer du Nord, c'est possible. Depuis Kaliningrad. Il y a des échelles d'ailleurs dans la provocation, évidemment, je suppose qu'il y en a, mais des échelles dans la provocation. Le passage quelques minutes de la frontière, on va aller prévenir le chef d'état-major. Le survol d'une zone comme la zone de Thuringe où sont fabriquées des armes, ça va remonter jusqu'au Bundestag. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, en tout cas pour ce qui concerne la France, par exemple. À mon avis, ça remonte, si c'est repéré, ça monte tout de suite très directement. Haut. Ouais. Et ensuite, à côté des dirigeants, le chancelier, le président chez nous, il y a un état-major qui essaye de voir si c'est quelle est la portée de ce qui s'est passé. Et il me semble qu'il y a très peu de temps, il y a eu un drone parti de Biélorussie qui s'est écrasé en Lituanie. Et là, les Lituaniens ont tout de suite dénoncé, ont dit que c'était un outrage à la souveraineté de la Lituanie. Ce qui me fascine pas mal sur cette affaire-là, je crois que vous étiez sur place à ce moment-là, Hélène, c'est que là, on dit oui, ça, effectivement, c'est une violation, ça arrive de temps en temps, etc. Il y a peut-être 2 ans, quand un drone, je crois que c'était un drone, était tombé en Pologne, donc il y avait eu un mort. Donc effectivement, ça changeait aussi les choses. Mais on a tous tremblé. Moi, je me souviens, j'étais en plateau à ce moment-là en me disant, mon Dieu, mais ça va être la Troisième Guerre mondiale, l'article 5, etc. etc. Si ça avait dû être le cas, il y aurait eu beaucoup de Troisième Guerre mondiale, parce que des incidents comme ça, il y en a quand même un certain nombre. Et là, il y a eu 2 morts, d'ailleurs. Il y a eu 2 morts. Bon, il y a eu 2 morts, c'est comme ça. Non, mais vous parlez... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de test de ligne rouge. C'est-à-dire que autant il y a 2 ans, ça a fait trembler tout le monde. Et on a très, très vite essayé de désamorcer, dégonfler. Et très vite, il y a eu une enquête pour dire que c'était des débris qui étaient tombés, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, ça nous semble... Oui, mais moi, je fais le parallèle avec une autre mission qu'on a vécue ensemble, dans un avion qui sécurisait le périmètre du Charles de Gaulle. On avait vu qu'il y a beaucoup de provocations russes dans les airs. Les armées sont entraînées à ne pas justement surréagir, et de même que les dirigeants. Donc j'imagine aussi que sur des questions comme ça... on peut expliquer, je pense, c'est qu'on avait été un peu chatouillés Nous, on était toutes les deux dans un avion de l'armée française et on avait été chatouillés, je ne savais pas dans quelle zone, mais par un chasseur russe. Et c'est vrai qu'il y a un moment, on se dit, mais c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et l'équipage de l'avion nous avait dit, ça arrive assez fréquemment. C'est pour ça que je vous posais la question du degré. C'est-à-dire qu'il y a des incidents qui vont monter au niveau du chef d'état-major, des incidents qui vont monter au niveau de l'Élysée, des incidents qui vont... Non, mais ils vont tous monter en haut, mais les réactions sont prises à différents niveaux. Ouais. Là, c'est le pilote de l'avion qui prend ses premières réactions. Si ça croît à ce moment-là, les décisions plus importantes sont prises à un niveau plus élevé. Mais s'il s'agissait d'engager le feu, par exemple, contre un aéronef adverse, cette décision serait sûrement prise à très très haut niveau. Ça remonte très très vite jusqu'à l'état-major particulier du président de la République qui prend probablement lui-même la décision. C'est ça. Et puis après, en termes de communication, est-ce que... là, c'est assez grave, mais est-ce qu'on communique ou pas? Et est-ce qu'on dénonce ou pas? Dès lors que ça prend une certaine importance, vous avez vu, en matière de cyberattaque, cyberguerre, maintenant, en France, quand on a des cyberattaques venues de Russie ou d'ailleurs, on les dénonce. Dès lors qu'on a la preuve que ça peut venir de Russie et on alerte l'opinion, etc. Y compris en matière de désinformation. Pendant longtemps, au début, on passait ça plus ou moins sous silence, on ne faisait pas d'enquête. Maintenant, on fait des enquêtes. Il y a un organisme français qui s'appelle Viginum pour la désinformation auprès du Premier ministre et qui le rend public, d'ailleurs, ne serait-ce que pour aviser la population qu'il y a de fausses informations qui circulent et qu'elles viennent alors d'Azerbaïdjan il y a avant les Jeux Olympiques ou de Russie. Donc maintenant on dénonce et on communique. Oui, ce qui change beaucoup effectivement. Alors là on verra si les Allemands vont communiquer publiquement ou pas. On va regarder ça. C'est effectivement l'enquête à lire dans le New York Times. Je reviens un instant sur ce papier du Monde dont je vous parlais, où il y a aussi des choses très intéressantes où on nous explique que les Européens ont réussi en fait une première mission cet été, c'était de désintoxiquer Donald Trump sur la croyance selon laquelle c'était bien Zelensky qui ne voulait pas la paix et que le président russe, lui, était tout à fait prêt à établir un plan de paix. Tout ça, c'est très intéressant parce que c'est très détaillé et ça explique comment on s'y est pris et ça explique aussi que personne ne veut faire la guerre à la Russie,
que tout le monde dans le clan occidental est d'accord pour éventuellement donner un coup de main, donner des armes et donner des conseils ou prêter des satellites, mais aller mourir pour l'Ukraine, pardon, j'ai dit la Russie, mourir pour l'Ukraine, pour ce qui... C'est clair que la Russie fait ce qu'on appelle une sanctuarisation agressive, c'est-à-dire qu'elle a son arme nucléaire. Si la Yougoslavie a eu l'arme nucléaire, on n'aurait jamais eu la guerre du Kosovo. Donc la Russie a l'arme nucléaire, c'est pour ça qu'on n'enverra pas de troupes. Et quand le président Macron a émis l'hypothèse d'envoyer des troupes, certains ont applaudi, mais ça aurait été la Troisième Guerre mondiale. Là, vous parliez tout à l'heure de la Troisième Guerre mondiale. Un combat directement entre les soldats français et les soldats russes, c'est la Troisième Guerre mondiale. Oui. Donc, on dit que c'est l'âge de ne pas vouloir aider l'Ukraine, mais personne ne peut souhaiter la Troisième Guerre mondiale. Donc, les Russes sont protégés par cela. Donc, c'est effectivement un élément important. Alors, est-ce que les dirigeants européens ont désintoxiqué Trump ? Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit intoxiqué. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait et qu'une fois encore, c'est pas l'idiot du village où il a besoin d'adultes pour lui dire quelle est la vérité. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet été aura sans doute permis aux Européens, non pas de comprendre qu'il fallait savoir se protéger, parce qu'ils le savaient depuis longtemps, mais en tout cas mis un coup d'accélérateur là-dessus. J'en veux pour preuve ce que disait, et c'est très concret, vous allez le voir, ce que disait le chancelier Merz hier, donc il a vu Emmanuel Macron, et il a fait une grosse annonce sur LCI également face à Darius Rojba. Je dis oui, c'est imaginable, il faut en parler, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pas le genre de décision que l'on va prendre comme ça. Attendez. Vous dites, c'est imaginable qu'il y ait des bombes nucléaires françaises sur le sol de l'Allemagne. Je répète, nous avons eu une offre de la France de parler de notre participation au dispositif nucléaire. Commencez à en parler pour régler ces problèmes de fond. Partager le nucléaire avec l'Allemagne, c'est imaginable. Voilà ce que nous dit le chancelier allemand Merz, qu'il dit à Darius Rojba hier soir. C'est une information très importante, parce qu'on en a beaucoup parlé jusqu'à présent. On va rappeler que le parapluie nucléaire, vous allez nous expliquer, Sylvia Amicone, ce qu'est ce qu'on appelle le parapluie nucléaire en Europe à l'heure actuelle. Oui, effectivement, vous allez tout comprendre en regardant cette carte. Il y a des pays qui sont en rouge sur cette carte et ceux qui hébergent des ogives nucléaires américaines. Vous avez l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Turquie qui fait également partie de l'OTAN et seul Washington est décisionnaire. Mais si cette décision devait être prise, ces pays devraient déployer ces armes. D'après les données de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, environ 180 bombes nucléaires B-61 sont actuellement stockées en Europe. Si on revient à notre carte, on va le voir également, à côté des rouges, il y a les pays qui sont en bleu clair, ce sont les pays qui sont souverains. Le Royaume-Uni et la France, on ne peut pas les mettre sur le même pied. Pourquoi ? Eh bien parce que les Britanniques ont besoin des Américains. Seul le Premier ministre, bien sûr, Keir Starmer peut décider, mais les engins sont cofabriqués par les Américains. Ils sont à la fois responsables de leur conception, mais aussi, c'est important de le signaler, de leur mise à jour, de leur entretien. Et donc tout cela peut avoir un impact sur la dissuasion britannique. Alors, la France, elle est complètement souveraine. Oui. À quoi ressemble notre arsenal nucléaire, Sylvia ? Regardez ce chiffre qui va s'afficher. 290, c'est le nombre d'ogives nucléaires françaises qui sont disponibles. La France a abandonné en 1996 l'idée d'utiliser des missiles sol-sol, mais elle garde deux composantes majeures pour lancer ces missiles nucléaires. Elle peut agir par les airs pour être prêt à décoller à tout instant grâce aux Rafales. Un autre moyen aussi de lancer des missiles nucléaires, c'est depuis la mer. Il y a 4 sous-marins spécialisés. C'est le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant, le Terrible. Et l'un de ces sous-marins est toujours en mission dissimulé à plus de 100 mètres de profondeur. Objectif que personne ne sache où il est pour qu'aucun pays ne se sente à l'abri des missiles qui peuvent être stockés dans plusieurs bases militaires françaises. À l'île Longue, dans la rade de Brest, par exemple, on y trouve également des sous-marins nucléaires d'attaque. On peut citer la base aérienne d'Istres ou encore celle de Saint-Dizier. Et évidemment, merci beaucoup Sylvia. C'est toujours passionnant ces questions-là, bien entendu. Ces sous-marins nucléaires d'attaque et lanceurs d'engins.
qui garantissent également la sécurité. Alors il y en a toujours au moins un sous l'eau, mais peut-être plus et on ne le sait pas. Et je crois que même tout l'équipage ne sait pas où il se trouve. Bruno Combi est avec nous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bruno Combi, vous êtes ingénieur en génie nucléaire. Ça voudrait dire, donc, en tout cas, de ce que dit le chancelier Merz hier soir à l'antenne ALCI, c'est de dire éventuellement partager le parapluie nucléaire ou héberger, moi, de ce que je comprends, des armes nucléaires françaises en Allemagne, ce serait envisageable. Est-ce que ce serait, pour ce qui nous concerne, alors j'allais dire de la folie ou pas, une bonne idée ou pas? Bonjour Bénédicte. Alors effectivement, le chancelier allemand Friedrich Merz propose qu'on partage, entre guillemets, l'arme nucléaire stratégique avec l'Allemagne. Alors on comprend bien qu'il puisse le souhaiter, puisque la France, dans ce domaine, est totalement souveraine, comme ça a été rappelé, avec à la fois sa force océanique stratégique, la FOST, et sa force aérienne stratégique, la FAS. Nous avons nos propres missiles, à la fois tête océanique, TNO, tête nucléaire océanique, et TNA, tête nucléaire aéroportée. Nous avons nos propres missiles, les missiles M51 sur nos sous-marins, et l'Allemagne n'a absolument rien de tout ça et est donc dépendante d'un accord avec l'OTAN et les avions et les têtes nucléaires américaines. Donc on comprend que dans le terme de partage, sur le plan sémantique, d'abord, il y a une notion d'égalité, puis chacun amène un petit peu quelque chose dans la corbeille. En l'occurrence, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France dispose de tout, qu'elle est totalement souveraine et que les Allemands ne disposent de rien. Ensuite, sur le plan historique, l'Allemagne, d'abord, a signé le traité de non-prolifération nucléaire et est tenue, suite à la Deuxième Guerre mondiale, à ne pas pouvoir ni développer, ni fabriquer, ni utiliser d'armes nucléaires elle-même, puisqu'elle est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Donc on comprend bien que là encore, elle est assez démunie sur le plan juridique, même si elle voulait tout d'un coup développer des armes nucléaires. Et donc celui qui n'a rien veut partager avec celui qui a tout. C'est naturel, mais celui qui a tout, c'est-à-dire la France, n'a pas forcément intérêt à se précipiter dans cette discussion, parce qu'il y a un certain nombre de risques à différents niveaux. D'abord, en cas de frappe nucléaire actuellement sur l'Allemagne, la France ne participe pas à la dimension nucléaire de l'OTAN, et donc la frappe en retour qui viendrait, si l'Allemagne attaquait avec des missiles nucléaires la Russie, la frappe en retour des Russes serait sur les pays qui participent à la dimension nucléaire de l'OTAN, et donc la France ne serait pas concernée. Par contre, si ce sont des armes nucléaires françaises qui seraient en Allemagne et qui seraient utilisées un jour, par malheur, eh bien, la Russie serait fondée à bombarder la France en retour. Autrement dit, on s'expose à un retour de bâton qui aujourd'hui n'existe pas. C'est des risques supplémentaires. Bien sûr, donc ce n'est pas forcément un bon calcul pour ce qui concerne la France. Général Vincent Desportes, pour bien comprendre, s'il y avait partage de ce parapluie nucléaire, ça voudrait dire que l'Allemagne accueillerait sur son sol des ogives nucléaires françaises, mais qui seraient... entretenu par qui appuie sur le bouton, qui décide, qui fait quoi? Tout ça, c'est la France. Alors, dans ce que vous avez dit, il y a une chose importante, pas 40, c'est qui appuie sur le bouton. Ouais. C'est ça le point. La décision d'utiliser le feu nucléaire est une décision politique au premier chef. Il est clair que si les armes étaient françaises, ça a été dit, c'est celui qui prend la décision qui sera frappé en retour. Et donc cette décision d'utiliser les armes ne peut pas être prise par un Allemand, alors que ce seraient les Français qui seraient frappés en retour. Donc là, on a un vrai problème. On ne peut pas écarter ce problème. On ne peut pas parler d'armée européenne ou de capacité européenne de défense sans traiter ce problème. Mais on voit que c'est un problème qui est très compliqué. Pourquoi ? Parce que seule une autorité politique peut prendre la décision de tirer. Or, il n'y a pas d'autorité politique européenne ou supranationale en Europe. Donc c'est un problème qui est très compliqué. Pour l'instant, la France peut éventuellement aller poser des avions et des armes en Allemagne, ce qui ne change rien à la protection, parce qu'on peut très bien tirer ces armes depuis la France ou depuis les océans. Donc dans les faits, ça ne change rien. Mais je ne vois pas, dans les conditions actuelles, comment le président Macron
pourrait autoriser le chancelier allemand à faire décoller des missiles, des Rafales français porteurs d'armes nucléaires. On s'entend bien, c'est pas un partage de la technologie. Ça veut pas dire, on dirait aux Allemands, écoutez, on va vous donner la recette. Pour que vous... C'est hors de question. C'est hors de question. C'est absolument hors de question. Donc partage, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, c'est là, il faut bien le définir. C'est un partage de la protection. Oui, mais alors, puisque vous... Dans la théorie française, l'arme nucléaire, notre dissuasion, nous sert à protéger le territoire, donc le sanctuaire, et les intérêts vitaux. Et en fait, il y a de plus en plus l'idée que l'Allemagne fait partie des intérêts vitaux de la France. Mais on ne peut pas le dire à l'avance. Parce que si on dit à l'avance ce que coûte la dissuasion, ce qu'elle ne couvre pas, c'est une porte ouverte pour un éventuel. Donc forcément, il doit y avoir une ambiguïté. Alors en même temps, les autres ont envie d'être rassurés. Et de plus en plus, le discours français insiste sur, non pas le sanctuaire, mais les intérêts vitaux pour rassurer les Européens, puisqu'on parle d'autonomie stratégique européenne, et c'est pour dire, même si les Américains ne sont pas là, il y a quand même une protection française. Lorsque De Gaulle a proposé aux Allemands cela d'ailleurs, le chancelier Erhard avait dit à l'époque, celui qui était entre Adenauer et Willy Brandt, je préfère un gros boom américain, un petit boom français, puisqu'à l'époque c'était le début, avec la force aérienne, on n'avait pas la force stratégique. Maintenant, c'est de plus en plus crédible quand même que l'Allemagne fait partie de nos intérêts vitaux, et peut-être d'autres pays européens. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est ni le partage de la décision, ni de la note, ni des matériels, mais que la dissuasion française soit aussi une protection, parce que ce qui est important, c'est qu'un éventuel ennemi doute. Est-ce que la France va utiliser, si j'attaque l'Allemagne, que la France va utiliser ou non? Et s'il y a un doute chez l'ennemi, eh bien, il ne va pas passer à une attaque. Mais ça veut dire qu'on part du postulat de base, Yves Dutriot, que l'Allemagne ne sera plus jamais notre ennemi. Alors, en fait, il faudrait remonter un peu dans le temps. Je crois que déjà, les présidents qui ont précédé M. Macron avaient déjà laissé entendre, et Macron également, évidemment, que dans les intérêts vitaux, ce que vient de dire Pascal Boniface, il ne parlait pas de l'Union européenne, mais l'Europe. C'est plus vague. Donc, évidemment, enfin, sous-entendu, si la Pologne ou l'Allemagne sont attaqués, on ne pourra pas rester complètement indifférent. Ce sont nos intérêts vitaux. Or, ambiguïté stratégique, certes, mais si nos intérêts vitaux sont affectés, alors il y a la possibilité de riposte ambiguë, parce qu'on ne dit jamais ce qu'on va faire. Et c'est plus récemment, alors je crois déjà depuis au moins 1 an ou 2 ans, que le président Macron dit, dans ce cadre-là, qui a été rappelé, je propose un dialogue stratégique avec les pays européens qui seraient intéressés, dont l'Allemagne. Alors ce qui est nouveau ici, c'est que du côté allemand, on était quand même extrêmement réticent, parce que ça peut affecter le lien atlantique, l'article 5 et la dissuasion atlantique, et puis que tout ce qui est nucléaire en Allemagne, d'une manière générale, notamment le SPD, etc., à gauche, on n'aime pas trop. Et donc, quand M. Macron avait évoqué ça à l'époque de Mme Merkel ou de M. Scholz, c'était tombé un peu aux oubliettes. Enfin, on n'avait pas répondu. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est le nouveau chancelier. Il avait déjà dit dans la campagne électorale, mais maintenant, c'est lui le chancelier, et c'est la première fois qu'il dit que... Alors, les termes sont un peu ambigus, c'est peut-être un problème de traduction de l'allemand au français, parce qu'il parle de partage, et du côté français, on ne parle pas du tout de partage, comme l'a dit le général et Pascal Boniface. La décision, c'est le président de la République, élu au suffrage universel direct. Il n'y a pas de partage. Alors, mais la question qui se pose... Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce qu'il faudrait qu'il y ait ce dialogue. C'est l'éventuelle installation sur un sol d'un pays européen, comme par exemple l'Allemagne, d'éléments oui, c'est ça, français. Mais sans en fait, en réalité, comme on n'a plus d'ogives au sol, ce sont les fameux Rafales ou les sous-marins, ce qui pourrait être actionné dans l'hypothèse où l'Allemagne ou la Pologne seraient attaquées. Mais ça doit être discuté. Et alors, je crois que je vous renvoie d'ailleurs à la revue nationale stratégique du 14 juillet, là, qui a été publiée le 14 juillet, où on réévoque, il n'y a rien de très très nouveau, on réévoque un peu tout ce que je suis en train de dire, ce qui avait été dit évidemment auparavant. Il y a une autre condition, il ne faut pas que ça se fasse par soustraction de ce que notre capacité actuelle de dissuasion. Voilà. Il ne faut pas que ça affecte la capacité nucléaire française. Il faudrait que nous puissions livrer des ogives, par exemple, ce qui est dit, qui seraient en supplément de ce que l'on a déjà. Bon, tout ça, c'est très hypothétique. Mais, pardon, juste une réflexion que je me fais. Si on revient
2 ans en arrière, Hélène, on avait une Allemagne qui était avec une population allemande notamment, alors déjà très antinucléaire, effectivement, comme le disait Yves à l'instant, pas du tout militarisée. Là, on se retrouve avec une Allemagne qui envoie des armes à l'Ukraine, qui envoie des chars à l'Ukraine, qui rétablit le service militaire, qui éventuellement est prêt à accueillir des ogives nucléaires. Enfin, en 2 ans, le paysage allemand s'est totalement transformé. Mais parce que le contexte a changé. En fait, la réalité s'impose aux Allemands comme au reste des Européens. C'est-à-dire que tout le monde a compris 2 choses. C'est que d'un côté, si vous n'avez pas le nucléaire, vous êtes vulnérable. C'est-à-dire que c'est vraiment la protection ultime contre une invasion. Tout le reste, vous pouvez signer des mémorandums, vous pouvez signer tout un tas de choses. Si vous n'avez pas cette protection-là, vous êtes une cible potentielle. Et puis, l'idée aussi que ce qui paraissait acquis, c'est-à-dire cette protection américaine, alors qui s'envole pas là, qui est toujours présente, mais c'est vrai que Donald Trump a instauré un doute sur la fiabilité de cette protection. En tout cas, elle est là, mais il va la faire payer très très cher. Et donc voilà, cette incertitude aussi a sans doute permis aux Allemands de progresser dans leur réflexion vis-à-vis du nucléaire, en tout cas de quelle sécurité voulons-nous pour notre territoire. C'est assez spectaculaire quand même. C'est très intéressant. Tout ça va dans le bon sens. Je voudrais revenir sur le fait de mettre des avions avec des armes en Allemagne. Quelque part, ça va contre le principe d'ambiguïté. Parce que si nous décidons, alors on dit oui, avec l'Allemagne, on partage, mais est-ce que les autres sont encore protégés? Et l'ambiguïté, à juste titre, est diminuée par le fait même qu'on a un accord particulier avec un des pays, alors que les intérêts vitaux français vont en Europe, bien au-delà de l'Allemagne. Donc on voit qu'on a là une difficulté. Est-ce qu'on peut le faire qu'avec l'Allemagne ou est-ce qu'il faut envisager un dispositif qui serait beaucoup plus étendu que l'Allemagne? Et il faudrait, Pascal Boniface, de toute façon, refuser un partage de la décision, quel que soit le... c'est pas... Enfin, le nucléaire, c'est l'arme d'un seul pays, d'une seule personne. C'est pas un comité consultatif, ça se partage pas. Il y a 2 façons de partage, c'est mettre des avions, effectivement, et dire aussi que ça protège l'Allemagne. Et de plus en plus, c'est quand même conforme au projet d'autonomie stratégique européenne, c'est de mettre au service collectif cette arme, mais sans dire très précisément où s'arrête la limite du fait de la nécessité de l'ambiguïté. Allez, un dernier mot là-dessus, pour laisser la parole à Sylvia ensuite. Oui, alors pour rebondir, c'est pas seulement l'Allemagne. Enfin, quand les sources françaises avaient évoqué un dialogue stratégique avec des pays européens, c'était resté très, très vague. Évidemment, il faut qu'il y ait aussi un dialogue avec les Britanniques, même si, comme ça a été dit tout à l'heure, les Britanniques ont moins d'autonomie par rapport aux États-Unis que nous, qui sommes totalement autonomes. Donc il y a aussi un dialogue avec le Royaume-Uni, mais pourquoi pas des pays, j'imagine, comme la Pologne, qui paraît encore plus menacée géographiquement que l'Allemagne au regard de la Russie, si on part de l'hypothèse que l'ennemi dont on parle, c'est la Russie. Allez, il est quasiment l'heure de clore cette émission. Je voudrais remercier Bruno Combi, je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais d'avoir été avec nous.